Il nous dit que vous avez dû avoir un prof d'histoire qui a dû dire « Michel Leclerc, vous n'arriverez à rien dans la vie ». Et là, j'ai l'impression qu'il y a un petit côté un petit peu drôle. Donc, comme prévu, nous, on a bu du vin, donc on s'excuse un peu des réponses évasives. Non. Alors moi, j'avais une question, parce qu'on a quand même passé un petit moment ensemble avec les interviews ici à Orléans et ensuite avec nos presses locales. Est-ce que les acteurs ont été choisis dès l'écriture, avant l'écriture ou après l'écriture ? Déjà, en général, j'essaie d'éviter de trop penser aux acteurs quand j'écris, pour ne pas risquer d'être déçu après. Parce que vous écrivez pour un comédien, et puis ensuite, pour une raison X ou Y, ce comédien ne fait pas le film. Alors après, il faudrait trop pédaler pour essayer d'imiter. Et je trouve ça plus intéressant, de toute façon, même pour les comédiens, que en fait, de ne pas penser à écrire en fonction, je ne sais pas, de Franck Dubosc, tout ça. Parce qu'ensuite, il y a quand même plus de possibilités créatives, je trouve, entre la rencontre entre un personnage et un comédien. Donc, mais ensuite, évidemment, quand on a fait un certain nombre de films, on connaît un certain nombre de comédiens, et c'est quand même difficile de ne pas penser un petit peu à tiens, elle ou lui serait bien dans tel Suzanne, personnage. c'est la deuxième fois où vous travaillez ensemble. Oui, c'est la deuxième fois qu'on travaille ensemble. Oui, j'ai pensé à personne d'autre. Le côté pestouille, ça lui va super bien quand même. Vous êtes d'accord, hein? Anne-Marie-Louise d'Orléans, elle est quand même... Pestouille, c'est pas ce que j'aurais dit, mais... Enfin, en tout cas, oui, par exemple, pour son personnage, j'ai tout de suite pensé à elle. Donc pour le coup, ça n'a pas... C'était... Très bon choix. Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Parce que aussi, voilà, je me suis dit qu'elle pouvait empoigner le personnage qui est un peu extravagant et mettre son extravagance à elle dans le personnage. Qu'est-ce que tu dis, Suzanne? C'était un bonheur à jouer. Ah bah oui, c'était... moi j'avais déjà très envie de retravailler avec Michel. C'était quand même un peu un rêve. Et oui, de proposer un personnage, de créer un personnage, de créer à deux un personnage aussi. Oui. Parce que c'est vraiment... on en a parlé en amont du tournage, de ce qu'on voulait faire, etc. Et puis c'est un personnage comme ça, comme la Grande Demoiselle, c'est une création collective. Hein. C'est-à-dire que il y a le maquillage, il y a la coiffure. et voilà. Donc, avec un personnage comme ça, on peut s'amuser, c'est-à-dire oui. que c'est vraiment une création de personnage. Ouais. Et puis c'est d'autant plus dans un film historique où le personnage a vraiment existé. Comment en fait on tord l'histoire, quoi. Comment on en fait une invention pure alors que c'est quelqu'un qui a existé. C'est assez jouissif. En tout cas, ça se voit sur l'écran, je trouve. Ah, une question devant, premier rang. Bonsoir, déjà merci pour ce film. Alors, est-ce qu'il y a des scènes dont vous êtes fiers, mais en fait qui n'existent pas, des choses que qui n'étaient pas forcément quelque chose que vous ressentez, qui est une scène qui vous êtes fier, mais en fait c'était pas choisi au départ en fait, quelque chose qui a apparu après pour les tourner. Elle est compliquée votre question. Alors il y a des scènes dont je suis fier, mais qui... vous voulez dire que c'est sur le tournage que les sauces se sont passées? Vous ne pensez pas montrer à la caméra et qui finalement a apparu lors du tournage J'essaie de faire une réponse intelligente. Non, mais il y a des... Alors, je vais pas tout à fait répondre à votre question, mais il y a des scènes dont on ne sait pas quel va être leur impact. Si ça va être, on ne sait pas du tout si à l'écriture ça va être réussi ou pas. J'en citerai une, c'est celle où Madeleine Béjart, Julia Piaton répète la scène avec Molière qu'a écrite Cyrano et que Molière l'embrasse et ensuite c'est Cyrano qui lui donne la réplique. Celle-là par exemple c'est une scène que j'appréhendais beaucoup parce que ça repose beaucoup sur le dialogue, sur ce qui n'est pas dit entre les personnages.
Et donc ça, pour réussir une scène comme ça dépend beaucoup de la magie de ce qui se passe au moment où on la tourne. Ça dépend beaucoup des comédiens, de leur degré d'émotion et de ce qu'on peut ressentir. Donc par exemple, je suis très fier de cette scène. Et c'était pas donné avant le tournage. C'est aussi qu'on a eu de la chance de trouver un décor, moi, qui me plaît beaucoup, d'une espèce de grange comme ça, dans le soleil. Il y a un petit côté western. Il était une fois dans l'Ouest que j'aime bien. Enfin, par exemple, voilà, c'est une des scènes vraiment du film dont je suis assez fier. Merci. On a une question en haut et ensuite. Ah oui, moi j'avais envie de parler des jeunes, des 2 jeunes que vous avez mobilisés, hein, donc pour cette pièce, je les trouve formidables. Alors dites-nous, comment avez-vous pu réaliser ce petit miracle Alors des 2 jeunes, c'est-à-dire de Louis XIV et son sosie. Ah bah oui, et son sosie, bien sûr. Alors, c'est un seul et même comédien, vous non, mais c'est évidemment tout le film repose sur ses petites épaules. Ben, comment on fait ça? En fait, c'est en faisant un casting assez étendu pour essayer de trop. Enfin, là, il y avait une espèce d'évidence. On a dû voir, je sais pas, 150 enfants ou quelque chose comme ça. En tout cas, la directrice de casting, pas moi. Moi, j'en ai vu une trentaine ensuite. Mais c'était assez évident parce qu'il avait ce petit qui s'appelle Neil Samel. Il avait une aisance. Il avait cette faculté de faire plusieurs rôles en même temps. Enfin, il avait vraiment quelque chose d'évident, quoi, qui était très très étonnant pour un enfant de son âge. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai su après, je ne savais pas du tout, au moment où je l'ai choisi, qu'il était fils de comédien. Et que donc, c'était un enfant de la balle, et qu'il avait quand même l'habitude de ce que c'est qu'une scène, un plateau, et qu'il n'était pas intimidé par ça. Et voilà, ensuite, c'est vraiment un gamin assez formidable qui a plongé, qui a travaillé beaucoup. Et ensuite, chacun a travaillé avec lui. Il était un peu la mascotte du tournage. Tout le monde le protégeait aussi. Et il était vraiment, il est vraiment super. Et effectivement, c'était compliqué parce que non seulement il a 2 rôles, mais en fait, chacun des rôles en cache un autre, parce qu'en fait il mente. Enfin, le sosie se fait passer pour le roi et le roi se fait passer pour donc c'est très compliqué comme rôle à faire, et il a vraiment endossé avec panache Et brio. et brio. Bonsoir, tout d'abord super film, bravo. J'avais une petite question. C'était volontaire de la petite phrase quand même, un enfant ne va pas coucher avec un prof de théâtre qui a 20 ans de plus. Oui, bouger, mais bon, c'est tout ce qui s'est Je passé. comprends pas ce que vous voulez dire. Non, mais c'est le genre de truc où en tant que scénariste on est tout content, parce qu'en fait moi j'écris l'histoire et à un moment donné je réalise que Madeleine Béjart est pour ce petit roi, sa prof de théâtre. Et enfin, tout d'un coup, je me dis, bah oui, il y a une espèce d'évidence auquel j'avais pas du tout pensé. Et quand on trouve, quand on trouve comme ça des coïncidences comme celle-là à l'écriture, on résiste pas au plaisir de l'écrire, quoi. Et ça fait toujours. Et ce qui fait rire, c'est que c'est très logique par rapport à la situation. Donc, si ça ne l'était pas, ça serait pas drôle. Mais là, puisque lui est amoureux d'elle et qu'elle, elle lui dit mais je suis bien trop vieille pour toi, ça correspondait très bien, quoi. Et une toute petite dernière question, comment aurait réagi l'autre petit roi, celui qui faisait le faux petit roi? Comment il aurait réagi en disant je veux t'épouser? Il aurait dit quoi, lui?
Ah ben lui, il s'embarrasse pas de ce genre de choses. Lui, c'est ça qui était rigolo aussi, c'était dans les yeux d'Anne d'Autriche, de sa mère, on voit que en fait, lui, il a aucun problème pour tuer son prof et que voilà, il a pas trop de considération démocratique, on va dire. Donc je sais pas comment il a. Ça sera dans le 2. Je ne sais pas. Bonsoir. Bonsoir. À un moment donné, je pensais que vous aviez fait allusion à l'homme masque de fer par rapport l'homme masque de fer par rapport aux jumeaux. Je pensais que vous auriez pu faire ça. Ben, j'y ai pensé. C'est-à-dire, ce qui est marrant à faire dans un film comme ça, c'est à la fois d'avoir des choses qui rappellent à tout le monde des faits historiques ou des histoires qu'on nous raconte, et puis en même temps de s'en libérer, quoi. Donc il y a des moments où ça peut faire penser à plein de choses. Il y a des moments qui font penser à Cyrano de Bergerac, la pièce. Il y a d'autres moments qui font penser à des pièces de Molière, tout ça, et c'est ça qui est intéressant, c'est ensuite chacun il voit ce qu'il veut. Donc effectivement, cette histoire de sosie, on y a pensé au masque de fer. Ouais, c'est un peu comme des clins d'œil, quoi. Des clins d'œil, voilà. Oui, alors d'abord un compliment sur le film. Où êtes-vous? Ah oui, vous êtes là. Juste ici. Okay. Moi, il m'a fait penser à un petit vin rosé de Provence, frais et léger. C'est bien. Oui, tout à fait. Rosé piscine. Oui, quelque chose comme ça. Voilà. Après, quand je vous entends parler là, j'ai l'impression que vous avez un esprit quand même assez clair et raisonnable. C'était quoi l'idée de départ de faire de casser la figure à tous ces personnages, parce qu'ils en prennent quand même plein la figure. Et puis, à quelle preuve d'histoire vous en voulez aussi pour avoir fait faire entrechoquer des gens qui ne sont jamais rencontrés, etc. quoi. Non, l'idée c'était de renouer un peu avec ces films qu'on a tous aimés, ces comédies historiques comme les films de Rapneau, Les Mariés de l'an 2, ou comme La Folie des Grandeurs, c'est-à-dire ces films qui ne se prenaient pas au sérieux et qui étaient avec un fond de sauce historique, mais finalement c'est ce que faisait Alexandre Dumas, d'une certaine manière, c'est-à-dire que c'est pas très sérieux, Les Trois Mousquetaires, par exemple. Et donc, au lieu de refaire une adaptation, une énième adaptation de Dumas, c'était plus marrant d'imaginer. Et quand je me suis aperçu que tous ces gens, D'Artagnan, Cyrano, Molière, Louis XIV, Madeleine Béjart, La Grande Demoiselle, vivaient à la même époque, je me suis dit, ben, c'est trop bête de ne pas les faire se rencontrer. Alors, et peut-être par exemple, Cyrano et Molière, il n'est pas totalement exclu qu'ils ne se soient pas rencontrés, par exemple. Mais on ne sait pas. Mais ensuite, c'est l'imaginaire. Après, c'est ça qui est rigolo. Et puis voilà, quoi. C'est réussi. Merci. Mais ensuite, il faut quand même garder quelques lignes directrices. Et, par exemple, on ne connaît de Cyrano que le personnage de la pièce d'Edmond Rostand. Alors là, c'est un Cyrano qui sort de sa pièce, sachant que le personnage a vraiment existé. Mais ensuite, donc, on peut à la fois l'imaginer, lui imaginer des nouvelles aventures, et puis en même temps, il faut quand même préserver quelque chose qui rappelle la pièce. Donc par exemple, ce trio amoureux, le fait que Cyrano écrit pour quelqu'un d'autre, enfin, sa mort, enfin tout ça, c'est quand même des éléments quand même qui rappellent ce qu'on connaît de lui. Le fait qu'il aime bien se battre, tout ça. Bonsoir. Je voulais vous remercier, en tout cas, et vous féliciter, bien sûr, vous-même en tant que réalisateur, ainsi que toute l'équipe du film, pour la prestance. Chacun est dans son rôle, chacun est parfait. Vous avez fait preuve d'une grande imagination. Une petite question sur, finalement, ceux qui sont sur l'arrière de l'affiche,
qui ne sont pas, que ce soit François Dubosc qui a accepté quand même, Franck Dubosc, pardon, qui a accepté un second rôle, je dirais, mais qui occupe pleinement l'écran, et Artus, qui, une nouvelle fois, moi je trouve que c'est un acteur qui fait passer énormément d'émotions dans différents rôles qui vont du plus comique au plus sensible et triste. Là, à nouveau, c'est le seul acteur qui nous arrache un petit peu les larmes sur la fin, et c'est pas que des larmes de rire. Je voulais savoir s'il a été facile pour vous de le convaincre de prendre ce rôle, il y a quand même une petite scène délicate pour lui, et si vous avez dû la retourner plusieurs fois, la scène du baiser par exemple. Ah non, c'était très simple pour lui. Artus, je le connaissais déjà parce que j'avais déjà tourné avec lui dans un de mes films précédents. Il avait fait un petit rôle avant qu'il fasse un petit truc en plus. Donc avant qu'il devienne cette méga star qu'il est devenu. Et en tournant avec lui, j'avais été déjà, c'était un second rôle, mais totalement épaté. Parce que c'est un rôle très compliqué, très technique. Et au-delà de son génie comique, j'ai trouvé qu'il avait une grande sensibilité. Et voilà, donc c'est vrai que le personnage de Cyrano dans le film est peut-être le personnage le moins comique du film. C'est vraiment un personnage qui est un peu rentré, dont on perçoit qu'il souffre un peu en silence, mais ce qui est le cas de Cyrano de Bergerac. Et donc, je savais que Artus avait cette grande sensibilité et qu'il n'avait pas besoin de faire beaucoup d'effets pour qu'on comprenne tout ce qu'il pense et tout ce qu'il ressent. Et donc, voilà, c'est venu assez naturellement et il a accepté très facilement. Et après, tout a été très facile d'ailleurs. Sauf de mettre le nez tous les matins. Parce que on a tourné il y a à peu près 1 an. Et c'est pareil, il y a 1 an, on s'en souvient plus, mais il y a eu un moment de canicule. Et donc, il y avait des litres de sueur entre son vrai nez et son faux nez. Et donc, il fallait qu'avec une paille, vider toutes les demi-heures son nez. Donc, c'est tout un truc d'avoir un faux nez comme ça toute la journée. Mais moi, je me suis tellement habitué à son faux nez que j'étais très choqué la fin du tournage quand il l'a enlevé. J'arrivais plus à le reconnaître. Voilà. Mais c'est un grand comédien, vraiment, vraiment, qui peut tout jouer. Et c'est aussi un athlète. On dirait pas comme ça, mais il y a quand même quelques scènes de baston, etc. Et il est très agile, c'est un peu un danseur. Enfin, il fait un peu ce qu'il veut de son corps aussi. Bonsoir, merci déjà pour ce bon moment et pour ce film qui nous a bien fait rire. Moi, ma question, c'était peut-être plus pour Suzanne. C'était par rapport à tous ces métiers qu'on ne voit pas forcément, du maquillage, de la coiffure, etc. Combien d'heures de coiffure? Est-ce que c'est des vrais cheveux, une perruque, ou pour le nez de Cyrano, combien de temps ça peut prendre pour se préparer? C'est une grosse partie du travail. C'est 2 heures de coiffure à peu près, chaque matin, et c'est une perruque. Et c'est parfois mélangé à mes vrais cheveux. C'est beaucoup d'heures aussi de préparation en amont du tournage pour trouver le personnage. Beaucoup d'essais, des essais qui sont filmés, mais aussi des essais avec Stéphane Robert, la maquilleuse, et Véronique Boitou, la coiffeuse. Ça fait vraiment partie pour moi de la recherche du personnage. Et d'ailleurs, toi, tu étais tout le temps là aux essais, et à chaque fois qu'on proposait un costume, une coiffure, il y avait une discussion avec Michel, et on se disait, pour quelle scène? Ce serait intéressant qu'à chaque scène, en fait, il y ait un changement de look pour montrer aussi son extravagance, sa richesse, le côté aussi femme de pouvoir. Et c'est un peu une fashion victime, le personnage. C'est un peu la fashion victime. Ouais.
Et voilà, et en fait, il y avait aussi tout un rituel le matin, quand j'arrivais, donc assez tôt, et que je voyais le personnage apparaître au fur et à mesure. Et vraiment, la touche finale, c'était de mettre le corset, où la respiration, en fait, elle devient différente, où manger à la cantine, ça devient aussi différent. Et non, mais vraiment, enfin... Et voilà. Et ça montrait, ça m'aidait vraiment à entrer dans le rôle. Et quand Suzanne arrivait sur le plateau, je sentais un espèce de frémissement, parce qu'à chaque fois, elle avait un nouveau look. Et voilà, et quand elle marche comme ça, un peu, je sais pas comment elle fait, c'était très rigolo. Et pour le nez, alors, par exemple, maintenant, pour faire un nez crédible, tout ça, il faut en fait un nez par jour. Donc en fait, si vous tournez 40 jours, il y a 40 nez, ce qui est assez drôle à voir. Et en fait, à chaque fois, c'est pareil, c'est de l'espèce de latex. Mais quand vous le voyez de près, c'est assez fascinant, on dirait vraiment un vrai nez. Et donc, c'est 2 heures de maquillage le matin, 1h30 peut-être, pour que ça soit réaliste. Même en faisant un très gros plan, vous ne voyez pas que c'est un faux nez. Ben, merci beaucoup. Bonsoir. J'aurais souhaité savoir combien de temps en fait a duré le moment où vous avez écrit le scénario jusqu'à sa sortie. En fait, le temps d'écriture, le temps de tournage jusqu'à aujourd'hui. C'est toujours une réponse assez difficile à faire parce que c'est jamais en temps continu. C'est-à-dire quand vous commencez à avoir une première idée, il me semble que c'était il y a au moins 4 ans ou quelque chose comme ça que j'ai eu la première idée de faire ce film. Ensuite, il y a des temps morts. C'est-à-dire que j'ai pas écrit pendant 2 ans, vous voyez ce que je veux dire? Parce que ensuite, chaque étape prend du temps. L'écriture, ça peut s'étaler sur environ 1 année, on va dire, avec beaucoup d'allers-retours avec les producteurs. Ensuite, à chaque fois que vous contactez un comédien, lui-même a ses remarques sur le rôle à jouer, donc éventuellement ça peut aussi changer l'écriture du rôle. Et puis ensuite, il y a toute la partie production proprement dite, c'est-à-dire recherche de l'argent pour financer le film, qui peut aussi prendre 1 an. Sauf que là, moi, c'est pas mon métier de rechercher l'argent, donc pendant ce temps-là, il faut que je fasse autre chose. Sachant qu'il n'est jamais sûr que le film se fasse, et ce film-là, il a quand même été, à plusieurs reprises, il était à 2 doigts de ne pas se faire parce qu'on n'avait pas suffisamment d'argent pour le faire. Et puis ensuite, tout s'accélère. C'est-à-dire, à partir du moment où le producteur dit « on a suffisamment d'argent pour le faire », là, tout doit se faire au contraire très très vite. C'est-à-dire la préparation du film, le tournage lui-même. Un film comme ça, c'est 2 mois de tournage. Donc vous voyez, sur 4 ans, c'est pas grand-chose, 2 mois. Parce que c'est là que ça coûte le plus cher, où il faut qu'il y ait 100 personnes qui travaillent sur 40 jours. Donc vous imaginez ce que ça coûte. Et puis ensuite, le temps ralentit de nouveau, une fois que le tournage est terminé, et on arrive dans le montage du film, qui dure en général, je sais pas, 5-6 mois. Et ensuite, il y a les dernières étapes qui sont la post-production, le travail sur la musique, le travail sur le son, le travail sur la qualité d'image, qui prennent encore, on va dire, 3 mois, on va dire. Et puis ensuite arrive le moment, c'est-à-dire que là, par exemple, le film est terminé, je pense, depuis mars. On est quoi, en juin? Donc là, ça commence le travail de sortie du film, où déjà on doit déterminer une date de sortie, où là, on a attendu de savoir si le film allait passer à Cannes ou pas, jusqu'à la sortie réelle, donc là, le 24 juin. Donc en temps cumulé, ça fait 4-5 ans. Non, je dirais en temps pas cumulé, ça fait 4-5 ans, mais en temps cumulé, c'est peut-être 2 années de travail. Je dirais, à peu près. Merci. J'y arrive. Bonsoir. Alors déjà, je voulais vous dire que j'ai trouvé le film extrêmement moderne. Comme vous disiez tout à l'heure, par le maquillage, par le rôle aussi des femmes
dans ce film. Parce que voilà, Julia Piaton, c'est vraiment la douceur même. Vous, Suzanne, pour moi, vous me faites un peu penser aux méchants de Disney. Alors, je ne sais pas si vous en êtes inspiré, mais Cruella, je ne sais plus son nom, la personne enfin, celle qui est dans Bernard et Bianca aussi, Medusa, voilà. Et vraiment, c'est très très fort le rôle que vous avez. Et Doria Tillier aussi est merveilleuse en reine. Et voilà, et je vous ai trouvé voilà, magnifiques toutes et tous. Et oui, je pensais aussi tout à l'heure un peu à la folie des grandeurs, ça m'a fait aussi penser à ça dans le sens de la modernité. Et j'avais juste une petite question par rapport aux lieux de tournage. Est-ce qu'il y a eu des tournages dans des décors réels, dans des châteaux? Oui, alors, moi c'est la première fois que je faisais un film d'époque comme ça. Et quand on fait un film d'époque comme ça, tout est un peu morcelé. C'est-à-dire que à l'image, que vous ayez l'impression qu'il y ait un seul château, en fait, on tourne dans 3 ou 4 châteaux. Si je prends la première scène, par exemple, il y a un premier plan où le petit marche dans une grande galerie des glaces qui est tournée à Fontainebleau. Le plan d'après, c'est Doria Tillier et Franck Dubosc qui marchent et c'est dans un hôtel particulier à Paris. Le 3e plan où elle l'emmène dans la cave, c'est dans un 3e lieu. Et en fait, c'est très très morcelé quand on fait un film d'époque comme ça. Et pareil, quand vous faites des extérieurs dans une rue, il y a tellement peu d'endroits qui sont préservés. Parce qu'évidemment, il faut éviter au maximum d'avoir trop d'effets spéciaux et tout ça, parce que ça coûte cher, d'enlever les antennes téléphoniques, d'enlever tout ça. Donc en fait, vous tournez un peu dans des endroits très particuliers, mais du coup, vous tournez dans plein d'endroits un peu particuliers. Donc c'est un peu comme un puzzle de faire un film comme ça. Donc il faut avoir tout en tête pour pas oublier que vous tournez un premier plan où il y a quelqu'un qui marche dans un couloir et qui rencontre quelqu'un d'autre que vous allez tourner 3 semaines plus tard dans un autre lieu. Mais il faut qu'à l'image, on ait l'impression que c'est le même endroit. Donc ça, c'est un peu compliqué, mais c'est marrant aussi. C'est aussi marrant. Oui. Bonsoir, merci pour ce moment de détente, on a bien rigolé. Je voulais savoir comment on choisit une date de sortie d'un film en fonction du sujet, l'été, l'hiver, enfin, au bout de combien de temps après que vous ayez fini toute la préparation du film, est-ce que vous dites il faut vraiment que ça soit à ce moment-là? Qu'est-ce qui joue sur la date? Là, il faudrait demander à Louise peut-être de répondre, qui est donc la distributrice qui travaille chez OPAC. Parce que ça, c'est vraiment... où elle est, Louise? Je ne sais pas si je veux répondre à cette question. Oui, bonsoir. Alors, je travaille au PAC, pardon. Il y a le petit chien de Suzanne qui est là. Alors, là, il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte pour choisir la date de sortie. Déjà, parfois, ça dépend aussi des vacances scolaires. Alors, il y a plusieurs zones en France, donc on inclut toutes les vacances scolaires. Ça dépend aussi du sujet du film. Si c'est un film qui se passe à la mer, etc., on va pas forcément... On peut vouloir donner envie au public d'aller à la mer, donc on peut le sortir en hiver, ou alors on peut se dire, c'est un film d'été, on va le sortir en été. Ça dépend du sujet, ça dépend de la période, ça dépend de la concurrence aussi qu'il y a en face. Un mercredi, il peut y avoir 2 films qui traitent du même sujet, donc on va réfléchir à si on peut avoir plus d'impact, nous, ou si on va laisser la place à l'autre film et nous prendre une date plus logique, voilà, pour qu'il y ait le plus de spectateurs qui voient le film. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte. Et un film comme celui-là, quand même, on espère que ça peut être un film pour toute la famille, que les enfants peuvent... donc évidemment, il vaut mieux le sortir dans une période où les enfants peuvent plus aller au cinéma. Donc là, on le sort juste avant les vacances d'été, en espérant bien que pendant les vacances d'été, les familles iront le voir. Par exemple, ça me semble un des éléments de la date de sortie de ce film-là. Mais en même temps,
il y a la Coupe du Monde de foot, donc on se dit ah là là, les gens ils vont rester chez eux pour regarder les matchs. Donc c'est toujours un risque à prendre, il n'y a pas de date idéale en fait. C'est toujours difficile cette question. Oui. Bonsoir. Moi en fait c'était une question pour Suzanne du coup plus. Alors cela dit, félicitations pour le film, j'ai beaucoup aimé, très sincèrement. Bonjour. Voilà. Je voulais vous demander en tant que comédienne, du coup, parce que je sais qu'une fois que le tournage est terminé, il y a encore énormément de travail autour d'un film. En tant que comédienne, et c'est une question que j'ai souvent envie de poser, est-ce que c'est pas extrêmement frustrant de devoir attendre le résultat final ou est-ce que vous êtes impliqué dans le processus derrière encore? On est moyennement, et quand même on y pense beaucoup, je pense. Enfin moi en tout cas, personnellement. Mais on est quand même moyennement impliqué, c'est-à-dire que ça y est, on a fait quand même notre partie du travail. Donc on revoit le film, on commence à voir des images en post-synchro, c'est-à-dire quand on travaille le mixage du son, etc., le montage du son, où parfois on doit refaire un peu certaines scènes, certaines voix off, etc. Donc là, on a un contact, etc. Et ensuite, on a quand même une petite place aussi de représentation du film, que ce soit en festival ou dans des projections, ou quelque part, on est aussi un peu les porte-paroles du film aussi. Les défenseurs du film, etc. Donc on vient à la rencontre du public et ça c'est quand même une partie qui est extrêmement joyeuse de voir vos réactions, de voir comment le film peut impacter les gens et puis c'est trop bien aussi de voir son réalisateur à un autre moment du tournage, quoi. D'accord, merci. Non, et puis aussi, nous, il y a vraiment un moment qu'on craint pas mal, qui est le moment où c'est la première fois que les comédiens voient le film. D'abord parce que forcément, eux, ils s'étaient fait une image mentale de ce qu'ils avaient fait dans le film. Ah bah nous, on serre les fesses. Hein. Voilà, il est possible qu'on ait coupé certaines scènes qu'ils ont jouées et ils ne savent pas qu'on les a coupées. Ou peut-être ils s'étaient fait une image d'une scène et puis ils la voient autrement. Donc c'est toujours un moment difficile où moi je me sens mal pour eux même, des fois. Ça m'est arrivé d'être assis à côté de comédiens qui découvrent le film pour la première fois et de sentir leur mal-être total. Parce que faut pas croire que c'est si évident que ça de se voir en énorme devant 500 personnes. Nous, qui ne jouons pas dans les films, on ne la vit pas cette expérience. Mais elle peut être très difficile quand même. Et puis aussi se voir en grande demoiselle, c'est un gros délire hein, quand même. C'est-à-dire, moi je vivais la perruque. Je ne la voyais pas. Donc les premières scènes, quand je les vois, voilà, c'est un personnage de composition, c'est quand même extrêmement éloigné de moi. Ah bon, pas tant que ça. Bonsoir. Alors déjà, merci pour ce film, il était vraiment bien. Et j'ai une question du coup, pourquoi cette fin aussi triste? Pourquoi cette mort de Cyrano, un peu bête d'ailleurs, parce que le pauvre, il se prend un truc sur la tête, quoi. Ben là, ça faisait partie des choses qui me semblaient être un passage obligé, car dans Cyrano de Bergerac de Montrostan, il meurt. Et il meurt d'une façon bête. Et il dit même, je rate tout, même ma mort. Donc je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas le faire mourir. Enfin, ça me paraissait un peu obligatoire. Parce que là, pour le coup, c'est ce qui rejoint le film de la pièce. Et il y a tout, enfin, il dit, même le petit, à un moment donné, quand il se fait pendre, il dit ma mort est absurde et c'est encore mieux. Donc il fallait que sa mort soit un peu absurde. D'accord, merci. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, le film, merci, c'était super. J'avais une question pour Suzanne. Quelle a été votre scène préférée à tourner et quelle a été la plus difficile à tourner? Ah, bonne question.
Je pense que la plus difficile, c'était celle où j'avais le plus d'appréhension, c'était la première, avec Nils, Le petit roi. Le petit roi, où c'est quand même du harcèlement frontal en fait. Donc en fait les scènes avec Nils comme ça, un peu violentes, où je suis vraiment extrêmement méchante et harceleuse, etc. Pour moi c'était assez dur à tourner. Et surtout, j'avais pas envie et j'avais peur que Nils prenne mal les choses ou que voilà, qu'il y ait un mélange, machin. Mais on a beaucoup répété pour ces scènes, et en fait, en amont du tournage, et en fait, ça m'a détendue. J'ai été vraiment sciée par le professionnalisme de Nils, quoi. Et à quel point il conscientisait que c'était un rôle et qu'on jouait une fiction, etc. Et que c'était de la comédie et qu'on pouvait se lâcher, etc. Donc, mais ça, c'était un peu les scènes les plus dures, je dirais. Et moi, les scènes vraiment où j'ai pris le plus de plaisir, c'est celle avec Doria Tillier, la reine, parce qu'il y a eu une connexion qui s'est faite avec cette comédienne que je trouve géniale, que je trouve très drôle, et on a un peu un truc quand même de sister, je sais pas comment dire, enfin, c'est un peu les deux personnages un peu chippy du truc, et donc il y avait cette rivalité, et dans le jeu c'était vraiment de la complicité. Donc ça c'était vraiment hyper jouissif à tourner. Ah, merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour ce film. On a passé un très bon moment. J'avais une question pour Suzanne par rapport à l'incarnation de votre personnage. Qu'est-ce qui vous a plu justement à incarner ce personnage ou déplu dans ce personnage? Moi, ce qui m'a plu, c'est vraiment m'amuser avec Michel à jouer la méchante. Enfin, il y a quand même un truc jouissif à faire exister des personnages comme ça qui sont un peu au-delà de tout, quoi, et d'une extravagance, qui sont un peu dingues, un peu zinzin. C'est assez rare quand même de pouvoir jouer ça et de pouvoir jouer cette exubérance. Et puis surtout, je sentais que ça faisait marrer Michel sur le tournage. Donc il y avait vraiment un truc comme ça de l'enfance. Voilà, ça m'a beaucoup plu. Merci. Ah oui. Oui, bonsoir Michel et Suzanne. Moi j'ai une interrogation par rapport à l'affiche, parce qu'on voit Louis, on voit Cyrano de Bergerac, on voit D'Artagnan, on voit Molière, enfin on voit la reine, on voit tout le monde, mais on voit pas Suzanne. Et comme disait l'une des spectatrices, c'est la méchante dans les Disney, façon de parler, donc c'est dommage de ne pas l'avoir mis, alors qu'on peut pas mettre tout le monde non plus, mais il y avait une petite place entre Artus et... Mais je suis un peu la surprise. Alors moi j'aurais été ravi de vous voir. Mais quand même, il faut pas spoiler la perruque. Ah bon, dans ce cas-là, c'est compréhensible. Non, mais je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Et ensuite, ouais, on n'a pas, par exemple, moi, j'ai pas vraiment, je peux pas complètement, enfin, je suis pas maître de l'affiche, par exemple. C'est des éléments de promotion qui sont destinés à faire venir les gens dans les salles. Ensuite, voilà, c'est des choix qui sont faits. Voilà, je peux pas, mais je suis un peu d'accord avec vous. Ouais, merci. Ouais, Merci, en tout cas, c'est gentil. Ah non, mais ça aurait été très bien que vous soyez sur l'affiche. Mais c'est vrai, c'est un personnage très très important du film. Donc, ouais, il manque votre présence sur l'affiche. Ouais. Sur le 2, elle sera vraiment au centre. Et bien sûr, le film est très bien, et ça m'a fait penser un petit peu à Philibert, j'ai vu il y a quelques années, là, un petit peu le côté pastiche. Merci. Merci à tous d'avoir participé, d'être restés jusqu'au bout pour entendre ces retours d'expérience et d'explications du pourquoi du comment. C'est un grand plaisir d'avoir reçu Michel Leclerc et Suzanne Debec. J'espère que c'était une première. J'espère que, comme pour d'autres films, ils reviendraient nous voir pour vous présenter leurs nouvelles créations ou leurs nouvelles envies.
Merci à vous. Merci. S'il y a besoin de petites photos, on est dispo. Bonne soirée à tout le monde et merci encore. À la prochaine.